Dejo était assis sur un banc dans un petit parc, les yeux fermés, la tête en arrière. Il respirait, c'est tout. Et là, une petite voix lui a dit « Monsieur, est-ce que je peux m'asseoir avec toi ?» Dejo a ouvert les yeux. Devant lui, une petite fille de 6 ans avec des tresses à perles et une robe jaune le regardait droit dans les yeux sans aucune peur. Il a dit oui. Elle s'est assise à côté de lui comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Moi c'est Ara, et toi tu t'appelles comment ?» Ils ont discuté pendant une demi-heure, comme deux vieux amis. Et puis une voix essoufflée a retenti derrière eux. « Ara, te voilà, je t'ai cherché partout. » C'était sa mère. Charlotte. 25 ans, belle, fatiguée, le regard d'une femme qui porte le monde toute seule. « Monsieur, excusez-moi, ma fille parle beaucoup. » Dejo a souri. « Non, ça m'a fait plaisir. » Et avant que Charlotte puisse repartir, Ara a dit « Maman, est-ce qu'on peut inviter monsieur à la maison dimanche, je l'aime beaucoup. » Charlotte allait dire non. Mais Dejo a répondu avant elle. « Je serais ravie. » Ils ont échangé leurs numéros. Et cette rencontre de quelques minutes dans un parc va changer la vie de ces 3 personnes pour toujours. Avant de continuer, dis-moi en commentaire de quel pays tu me regardes en ce moment. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne rien rater, et laisse un pouce bleu pour soutenir notre travail. Ton soutien compte énormément. Dejo avait 30 ans. 30 ans et une vie que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Il avait grandi dans un quartier modeste, élevé par une mère seule qui se tuait à la tâche pour mettre de la nourriture sur la table. Son père était parti quand il avait 5 ans, un matin de novembre, sans un mot, sans une explication, comme si sa famille n'avait jamais existé. Sa mère, une femme de caractère, avait juré que son fils ne connaîtrait jamais cette même douleur. Elle avait travaillé 2 emplois, parfois 3, pour que Dejo puisse aller à l'école, pour qu'il ait des vêtements propres, pour qu'il ne manque de rien. Et Dejo avait compris très tôt que la seule façon de rendre hommage au sacrifice de sa mère, c'était de réussir. Pas juste réussir. Exceller. Il avait étudié avec une rage silencieuse. Pendant que les autres garçons de son quartier traînaient dans les rues, Dejo était enfermé dans sa chambre à dévorer des livres. Il avait obtenu une bourse pour une grande université, puis une autre pour un programme de commerce international. À 25 ans, il avait déjà créé sa première entreprise de conseil en investissement. À 28, il en possédait 3. À 30 ans, Dejo était à la tête d'un empire financier qui pesait plusieurs millions. Il vivait dans un penthouse au dernier étage d'une tour avec vue sur tout le paysage urbain. Il conduisait des voitures que la plupart des gens ne voyaient que dans les magazines. Il portait des costumes sur mesure et des montres qui coûtaient plus cher que ce que certaines familles gagnaient en un an. Mais derrière cette façade brillante, Dejo était seul. Profondément, douloureusement seul. Il avait eu des relations, bien sûr. Des femmes magnifiques, intelligentes, ambitieuses. Mais aucune de ces relations n'avait duré. Parce que Dejo avait un problème fondamental. Il ne faisait confiance à personne. L'abandon de son père avait creusé en lui un trou que ni l'argent, ni le succès, ni la beauté des femmes qui partageaient son lit ne pouvaient combler. Chaque fois qu'une femme commençait à s'approcher trop près, chaque fois qu'il sentait les murs de son cœur trembler, il trouvait une raison de mettre fin à la relation. Trop possessive. Trop superficielle. Trop intéressée par son argent. Trop ceci, trop cela. La vérité, c'est que Dejo avait peur. Peur de s'attacher et d'être abandonné, comme son père l'avait abandonné. Sa mère le voyait souffrir en silence. Elle lui disait souvent, « Mon fils, tout l'argent du monde ne peut pas te tenir chaud la nuit. Tu as besoin de quelqu'un, d'une famille, d'un foyer. » Dejo souriait et changeait de sujet. Il n'aimait pas parler de ces choses. Il préférait se noyer dans le travail, dans les chiffres, dans les contrats et les réunions. Le travail ne le décevait jamais. Le travail ne le quittait jamais au milieu de la nuit sans dire au revoir. Ses amis, enfin ceux qu'il appelait amis, ne comprenaient pas sa solitude. Pour eux, Dejo avait tout. « Comment tu peux te sentir seul ?» lui disait son associé Marcus, « Tu peux avoir n'importe quelle femme que tu veux. Tu cliques des doigts et elles accourent. » Mais c'était justement le problème. Les femmes qui accouraient ne voyaient pas Dejo. Elles voyaient la montre, la voiture, l'adresse prestigieuse, la carte noire. Elles voyaient un portefeuille avec un visage. Et Dejo le sentait, à chaque rendez-vous, à chaque conversation, cette petite voix dans sa tête qui lui disait si tu perdais tout demain, combien resterait? La réponse, il la connaissait déjà, et c'est pour ça qu'il ne posait jamais la question à voix haute. Il avait essayé la thérapie, une fois.
Un psychologue réputé, dans un bureau qui sentait le cuir neuf et la lavande. L'homme lui avait parlé de mécanismes de défense, d'attachement évitant, de blessures d'abandon. Des mots cliniques pour décrire quelque chose de simple. Son père ne l'avait pas aimé assez pour rester. Et cette vérité simple avait empoisonné chaque relation de sa vie. Dejo n'était pas retourné voir le psychologue. Non pas parce que l'homme avait tort, mais parce qu'il avait raison, et que Dejo n'était pas prêt à l'entendre. Ce samedi après-midi de juin, Dejo avait décidé de ne pas travailler. C'était rare, presque inhabituel. Son assistante avait failli tomber de sa chaise quand il lui avait dit qu'il ne viendrait pas au bureau. Il avait enfilé un jean, un simple t-shirt blanc, des baskets, et il était sorti de son appartement luxueux pour se perdre dans les rues. Il avait marché longtemps, sans but précis, écoutant le bruit de la ville, observant les gens qui allaient et venaient, chacun avec sa propre histoire, ses propres batailles. Puis il avait trouvé un parc qu'il ne connaissait pas. Un petit parc de quartier, avec de vieux arbres dont les branches formaient un toit naturel au-dessus des bancs. Il y avait des enfants qui jouaient, des parents qui bavardaient, un vendeur de glace à l'entrée. Un monde simple, ordinaire, loin de ses salles de conférence et de ses comptes bancaires. Dejo avait choisi un banc un peu à l'écart, sous un grand chêne dont les feuilles laissaient passer des taches de lumière dorée. Il s'était assis, avait fermé les yeux et avait respiré profondément. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et les fleurs de saison. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique dans le fait d'être là, anonyme, personne ne savant qui il était, personne ne cherchant à lui vendre quelque chose ou à obtenir quelque chose de lui. Juste un homme sur un banc, qui prenait l'air. Il avait laissé ses pensées vagabonder, pensant à sa mère, à son entreprise, à ce vide qu'il ressentait parfois au creux de la poitrine quand il rentrait dans son grand appartement silencieux. C'est alors qu'il avait entendu une petite voix. « Monsieur, est-ce que je peux m'asseoir avec toi ?» Dejo avait ouvert les yeux. Devant lui se tenait une petite fille. Elle devait avoir 6 ans, peut-être un peu moins. Elle avait la peau couleur caramel, des yeux immenses et brillants comme 2 étoiles, et des tresses ornées de petites perles colorées qui tintaient doucement quand elle bougeait la tête. Elle portait une robe jaune à fleurs et des petites sandales blanches. Elle le regardait avec une assurance et une franchise que même certains adultes n'avaient pas. Il n'y avait aucune timidité dans son regard, aucune hésitation. Juste une curiosité pure et sincère. Dejo avait été surpris. D'habitude, les enfants ne venaient pas lui parler. Il avait ce genre de visage qui pouvait paraître intimidant quand il ne souriait pas, cette mâchoire carrée, ce regard intense. Mais cette petite fille ne semblait pas du tout impressionnée. Oui, bien sûr, avait-il répondu en se décalant légèrement sur le banc. La petite fille s'était assise à côté de lui avec la grâce d'une reine prenant place sur son trône. Elle avait arrangé sa robe, croisé ses petites mains sur ses genoux, et avait regardé droit devant elle pendant quelques secondes, comme si elle contemplait le monde avec toute la sagesse de l'univers. « Moi c'est Hara », avait-elle dit sans le regarder, comme si elle déclarait un fait d'une importance capitale. « Et toi, tu t'appelles comment ?» Dejo avait failli rire. Cette petite avait un aplomb incroyable. « Moi c'est Dejo. » Dejo, avait répété Hara en hochant la tête, comme si elle approuvait ce choix de prénom. « C'est joli. Qu'es tout seul ?» La question l'avait frappé avec une force inattendue. « Oui, je suis tout seul. »« Pourquoi ? T'as pas d'amis ?»« Si, j'ai des amis. Mais aujourd'hui j'avais envie d'être seule. » Hara avait penché la tête sur le côté, le regardant avec ce mélange de compassion et de perplexité que seuls les enfants savent avoir. « Mais être seule c'est triste. Moi quand je suis triste, je vais voir ma maman et elle me fait un câlin. »« T'as une maman ? » ?»« Oui, j'ai une maman. »« Alors tu devrais aller la voir au lieu de rester tout seul sur un banc. » Dejo avait souri. Un vrai sourire, un de ceux qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Cet enfant avait une façon de dire les choses qui était à la fois naïve et profondément juste. « Tu as raison, Hara. » Et à partir de ce moment-là, ils avaient discuté. Pas comme un adulte parle à un enfant, avec condescendance et des questions simplifiées. Non. Hara parlait comme une grande personne. Elle avait des opinions sur tout. Sur le temps qu'il faisait, elle trouvait qu'il faisait trop chaud et que le soleil devrait apprendre à se calmer un peu. Sur les pigeons du parc, elle pensait qu'ils étaient mal élevés parce qu'ils venaient manger sans demander la permission. Sur la glace au chocolat, c'était la meilleure invention de toute l'histoire de l'humanité, et quiconque préférait la vanille ne comprenait rien à la vie. Dejo riait, un rire sincère, un rire qui venait du ventre, un rire qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Hara lui avait raconté qu'elle allait bientôt entrer au cours préparatoire,
qu'elle savait déjà lire un peu parce que sa maman lui lisait des histoires tous les soirs et qu'elle suivait avec son doigt. Elle lui avait dit que sa maman était la plus belle femme du monde entier, et aussi la plus gentille, et aussi la plus forte, parce qu'elle faisait tout toute seule et qu'elle ne pleurait presque jamais. Quand Dejo lui avait demandé où était son papa, Ara avait haussé les épaules avec une désinvolture qui cachait probablement une blessure plus profonde. « J'ai pas de papa », avait-elle dit simplement. « Mais c'est pas grave, parce que ma maman, elle suffit. » Dejo avait senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette petite fille, sans père, élevée par une mère seule. C'était son histoire, en miroir. Sauf que Ara, du haut de ses 6 ans, semblait avoir déjà trouvé une paix que lui, à 30 ans, cherchait encore. Ils discutaient depuis près d'une demi-heure quand une voix essoufflée avait retenti derrière eux. « Ara, te voilà. Je t'ai cherché partout. » Dejo s'était retourné et avait vu une jeune femme s'approcher à pas rapides. Elle était le portrait de Ara en version adulte. Même peau caramel, mêmes yeux immenses, mais avec cette touche de fatigue et de détermination qu'on trouve chez les mères qui portent le monde sur leurs épaules. Elle devait avoir 25 ans, pas plus. Elle portait un jean simple, un haut à manches courtes, et ses cheveux étaient attachés en un chignon qui se défaisait légèrement. Elle était belle. Pas de cette beauté artificielle et travaillée que Dejo voyait tous les jours dans son milieu. Non, c'était une beauté naturelle, authentique, celle qui n'a pas besoin de maquillage ou de vêtements de marque pour rayonner. « Monsieur, excusez-moi », avait-elle dit en arrivant près du banc, légèrement essoufflée. « Ma fille parle beaucoup, elle a cette habitude d'aller vers les gens sans prévenir. J'espère qu'elle ne vous a pas dérangé. » Dejo s'était levé par politesse. « Non, pas du tout. Au contraire, ça m'a fait très plaisir de parler avec elle. Votre fille est exceptionnelle. » Charlotte avait eu l'air surprise. D'habitude, les gens trouvaient Ara envahissante, trop bavarde, trop sûre d'elle pour une enfant de son âge. Entendre cet homme, ce bel homme en tenue décontractée qui avait l'air de quelqu'un d'important même en jean et t-shirt, dire que sa fille était exceptionnelle, ça lui avait fait quelque chose. « Merci, c'est gentil. Allez viens Ara, on y va. » Mais avant que Charlotte n'ait pu prendre la main de sa fille, Ara avait joué sa carte. « Maman, est-ce qu'on peut inviter Monsieur Dejo à la maison dimanche? Il est tout seul et il est triste. Je l'aime beaucoup. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Charlotte avait rougi jusqu'aux oreilles. « Ara, on ne peut pas inviter les gens qu'on ne connaît pas comme ça. Monsieur a sûrement des choses à faire. » Elle allait continuer, trouver d'autres excuses, mais Dejo avait parlé avant elle. « Je serais ravie. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. » Charlotte l'avait regardé, interloquée. Cet homme qu'elle ne connaissait pas, qui acceptait l'invitation impulsive d'une enfant de 6 ans. Il y avait quelque chose dans son regard, une sincérité, une chaleur qu'elle n'avait pas vue chez un homme depuis longtemps. Elle avait hésité, pesé le pour et le contre, regardé Ara qui la suppliait du regard. « D'accord, » avait-elle fini par dire. « D'accord, pourquoi pas. Je m'appelle Charlotte. » Dejo, avait-il répondu en lui tendant la main. « Enchantée, Charlotte. » Quand leurs mains s'étaient touchées, quelque chose s'était passé. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. Juste une chaleur, une douceur, un frisson léger qui avait parcouru leurs 2 bras. Ils avaient échangé leur numéro de téléphone, et Charlotte avait emmené Ara qui sautillait de joie en chantant que Monsieur Dejo allait venir dimanche. Ce soir-là, dans son pantouse silencieux, Dejo avait regardé le numéro de Charlotte dans son téléphone pendant de longues minutes. Il ne savait pas pourquoi, mais cette rencontre l'avait touché d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas de l'attirance physique, même si Charlotte était belle. C'était quelque chose de plus profond. C'était la simplicité de cette rencontre, l'honnêteté brutale de Ara, le regard fatigué mais digne de Charlotte. C'était comme si, pendant 1 heure sur ce banc, il avait été plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Le lendemain, il lui avait envoyé un message. Simple, direct. C'était vraiment agréable de vous rencontrer hier. Ara est une petite fille merveilleuse. Vous devez être une mère formidable. Charlotte avait mis du temps à répondre, presque 2 heures. Elle avait écrit et effacé plusieurs réponses avant de finalement envoyer quelque chose de court. Merci, c'est gentil. Elle vous a beaucoup aimé aussi. Elle n'arrête pas de parler de vous. Mais finalement, leur prochaine rencontre n'avait pas eu lieu chez Charlotte. Dejo avait proposé de les inviter d'abord au restaurant. Rien d'extravagant, avait-il précisé. Juste un endroit sympa où Ara pourrait prendre un bon repas. Charlotte avait accepté, à la condition de choisir elle-même le restaurant.
Elle ne voulait pas qu'il dépense trop, et surtout, elle ne voulait pas se sentir mal à l'aise dans un endroit trop chic. Ils s'étaient retrouvés dans un petit restaurant familial, un de ces endroits chaleureux où les nappes sont à carreaux et où le patron connaît les prénoms de tous ses clients. Ara était arrivée dans sa plus belle robe, celle avec des papillons, et elle avait serré la main de Dejo avec une solennité qui avait fait rire tout le monde. « Bonsoir monsieur Dejo, j'espère que tu vas bien », avait-elle dit avec le sérieux d'une femme d'affaires. Ce dîner avait changé les choses. Parce que pour la première fois, Dejo et Charlotte avaient vraiment parlé. Pas de ces conversations superficielles qu'on a avec des inconnus. De vraies conversations. Charlotte lui avait raconté sa vie, sans filtre, sans honte. Elle avait grandi dans un quartier populaire, fille unique d'une mère femme de ménage et d'un père chauffeur de taxi. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient beaucoup d'amour. Ils croyaient en l'éducation comme un ascenseur, et Charlotte ne les avait pas déçus. Première de sa classe depuis le primaire, boursière au lycée, admise à l'université avec un dossier brillant. Elle étudiait la gestion d'entreprise, elle avait des notes excellentes, des professeurs qui voyaient en elle un potentiel rare. Elle rêvait de créer sa propre entreprise un jour, de donner à ses parents la vie qu'ils méritaient. Et puis elle avait rencontré Tristan. Beau parleur, charmant, drôle. Il lui avait dit tout ce qu'elle avait envie d'entendre. Qu'elle était belle, qu'il l'aimait, qu'ils construiraient quelque chose ensemble. Charlotte avait 19 ans et le cœur grand ouvert. Elle y avait cru. Elle avait tué Ara. Et le jour où elle avait annoncé la nouvelle à Tristan, avec les mains qui tremblaient et le cœur plein d'espoir, il l'avait regardée comme si elle lui parlait en langue étrangère. Puis il avait dit, « C'est ton problème. » Et il était parti. Pas un mot de plus, pas un sou, pas un regard en arrière. Le père de Charlotte était décédé d'un arrêt cardiaque 6 mois après la naissance de Ara. Sa mère, brisée par le chagrin, avait dû réduire ses heures de travail à cause de sa santé. Charlotte s'était retrouvée seule à porter tout le monde. Sa mère, sa fille, elle-même. Elle avait dû arrêter ses études en 3e année. Elle avait pleuré ce soir-là, dans la salle de bain, avec l'eau du robinet qui coulait pour couvrir ses sanglots, parce qu'elle ne voulait pas que Ara, même bébé, l'entende pleurer. C'était la dernière fois qu'elle s'était autorisée à pleurer pour elle-même. Elle avait travaillé comme serveuse, comme caissière, comme baby-sitter, comme tout ce qui pouvait payer les factures tout en lui permettant de s'occuper de Ara. En ce moment, elle travaillait dans un petit restaurant, pas celui où il mangeait ce soir-là, un autre, plus modeste. Les horaires étaient longs, le salaire médiocre, les pourboires irréguliers. Mais elle faisait avec. Elle ne se plaignait jamais. Parce que chaque soir, quand elle rentrait et qu'elle voyait le sourire de Ara, tout avait un sens. Dejo l'avait écouté sans l'interrompre. Il avait vu dans ses yeux la même flamme qu'il voyait dans les siens quand il se regardait dans le miroir. Cette détermination farouche de quelqu'un qui refuse de laisser les circonstances définir son destin. Charlotte n'était pas une victime. Elle était une guerrière. Une guerrière silencieuse qui livrait ses batailles dans l'ombre, sans applaudissements, sans récompense, sans que personne ne remarque son courage. « Et toi ?» avait-elle demandé. « Raconte-moi. Qui est Dejo ?» Il avait hésité. D'habitude, quand on lui posait cette question, il parlait de ses entreprises, de ses réussites, de ses chiffres d'affaires. C'était son armure, sa façon de garder les gens à distance. Mais ce soir-là, sous le regard franc de Charlotte et les yeux pétillants de Ara qui dessinaient sur la nappe en papier, il avait fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il avait dit la vérité. Il lui avait parlé de son père qui était parti. De sa mère qui avait tout sacrifié. De ses années de travail acharné. De son succès financier. Et puis, avec une voix qui tremblait légèrement, il avait parlé de la solitude. Du silence de son grand appartement. De ce sentiment de vide qui le suivait partout, même dans les salles de réunion pleines, même dans les soirées bondées. « J'ai tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent », avait-il dit doucement. Mais rien de ce qui compte vraiment ne s'achète. Charlotte l'avait regardé longuement. Il n'y avait pas de pitié dans son regard. Pas de calcul non plus, pas cet éclat qu'il voyait dans les yeux de certaines femmes quand elles comprenaient qu'il était riche. Il n'y avait que de la compréhension. Celle d'une personne qui connaît la douleur de l'absence, la morsure de l'abandon, le poids de la solitude. « On a plus en commun que tu ne le penses », avait-elle dit simplement. Ara avait levé la tête de son dessin. « Maman, Dejo, regardez, j'ai dessiné notre maison. Et là c'est nous 3 devant la maison. Et là c'est un chien. Parce que j'aimerais bien avoir un chien. » Ils avaient ri tous les deux, et ce rire avait scellé quelque chose. Un lien invisible mais solide,
comme un fil d'or tissé entre trois âmes qui, sans le savoir, se cherchaient depuis toujours. Après ce dîner, les rencontres s'étaient multipliées. D'abord une fois par semaine. Puis 2 fois. Puis presque tous les jours. Dejo venait chercher Ara à la sortie de l'école quand Charlotte travaillait tard. Il l'aidait à faire ses devoirs, lui lisait des histoires, l'emmenait au parc, celui où ils s'étaient rencontrés, celui qui était devenu leur endroit. Ara s'était attachée à lui avec la confiance absolue que seuls les enfants peuvent avoir. Elle l'appelait Dejo, jamais monsieur, et elle lui racontait tout. Ses journées à l'école, ses amis, la maîtresse qui faisait des yeux bizarres quand elle était en colère, le garçon qui avait essayé de lui voler son goûter et à qui elle avait dit que ce n'était pas gentil et qu'il devrait avoir honte. Charlotte, au début, avait gardé une certaine distance. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Dejo était riche, que leur monde était différent, que les contes de fées n'existaient que dans les livres qu'elle lisait à Ara le soir. Elle avait peur. Pas de Dejo, elle sentait qu'il était sincère. Mais de la situation. Peur de s'attacher et de souffrir encore. Peur que Ara s'attache et que Dejo finisse par partir, comme le père de Ara, comme tous les hommes qui étaient passés dans sa vie. Elle ne pouvait pas permettre que sa fille soit blessée. Pas ça. Tout sauf ça. Un soir, elle avait dit à Dejo ce qu'elle pensait. Ils étaient assis sur les marches de l'immeuble de Charlotte, un vieil immeuble modeste dans un quartier populaire. Ara dormait à l'étage. « Écoute Dejo, » avait commencé Charlotte, « je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Tu es gentil, tu es incroyable avec Ara, et je ne vais pas mentir, j'aime passer du temps avec toi. Mais je dois être honnête. Je ne peux pas jouer. J'ai une fille. Si tu es là aujourd'hui et que tu disparais demain, c'est moi qui devrais lui expliquer pourquoi. Et je ne veux pas avoir cette conversation avec elle. » Dejo l'avait regardé dans les yeux. « Charlotte, mon père est parti quand j'avais 5 ans. Je sais exactement ce que ça fait de se réveiller un matin et de comprendre que quelqu'un qui devait aimer a choisi de ne pas le faire. Je ne ferai jamais ça. Ni à toi, ni à Ara. Je ne suis pas parfait, je ne prétends pas l'être. Mais je sais une chose. Depuis que je vous ai rencontrées toutes les deux, c'est la première fois depuis des années que j'ai l'impression d'être à ma place. » Charlotte avait senti les larmes monter. Elle les avait retenues. Elle pleurait rarement, et jamais devant quelqu'un d'autre. Mais les mots de Dejo avaient touché un endroit en elle qu'elle pensait avoir verrouillé pour toujours. Les semaines étaient devenues des mois. Et pendant ces mois, quelque chose de beau et de fragile s'était construit entre eux. Dejo avait découvert le monde de Charlotte, un monde où on comptait chaque centime, où on réparait les choses au lieu de les remplacer, où le bonheur ne venait pas d'une carte de crédit illimitée mais d'un dimanche après-midi passé à cuisiner ensemble pendant que Ara dansait dans le salon. Et Charlotte avait découvert le monde de Dejo, un monde brillant en surface mais froid en profondeur, un monde où les gens souriaient par intérêt et disparaissaient dès que les choses devenaient difficiles. Un jour, Dejo était allé au restaurant où Charlotte travaillait. Il voulait la surprendre, lui apporter des fleurs. Il avait acheté un bouquet de tournesols, parce que Charlotte lui avait dit une fois en passant que les tournesols étaient ses fleurs préférées, et Dejo n'oubliait jamais rien de ce que Charlotte disait. Mais ce qu'il avait vu en entrant dans le restaurant l'avait mis en colère. Une colère froide, sourde, celle qui ne crie pas mais qui brûle. Le restaurant était petit, étroit, avec un éclairage jaunâtre et des tables collées les unes aux autres. Charlotte courait entre les tables, un plateau chargé en équilibre sur une main, un carnet dans l'autre. Elle prenait des commandes, servait des plats, débarrassait des tables, encaissait des clients, tout en même temps, sans pause, sans répit. Un homme en costume avait claqué des doigts pour l'appeler, comme on appelle un chien. « Et, ma fille, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?» Charlotte avait souri et s'était précipitée vers lui. « Oui monsieur, excusez-moi. » L'homme avait grogné et l'avait regardé avec mépris. Et le patron, un homme court et rougeâtre qui sentait l'ail, surveillait tout depuis son comptoir, prêt à réprimander Charlotte au moindre faux pas. « Dépêche-toi Charlotte, tu fais attendre les clients. Si ça te plaît pas, la porte est là. » Dejo avait serré les poings sous la table. Il avait vu la fatigue dans les gestes de Charlotte, la douleur dans ses épaules, la façon dont elle grimaçait discrètement quand elle posait le pied gauche, celui avec la chaussure qui lui faisait mal depuis des semaines mais qu'elle n'avait pas les moyens de remplacer. Il avait vu la façon dont elle se mordait la lèvre quand un client était désagréable au lieu de répondre, parce que les pourboires dépendaient de sa patience, et les pourboires payaient les chaussures de Ara et les livres d'école et le loyer et l'électricité. Mais il avait vu autre chose aussi, quelque chose que la fatigue et l'humiliation ne pouvaient pas cacher. Il avait vu la compétence. Charlotte gérait cet espace chaotique avec une maîtrise impressionnante.
Elle mémorisait les commandes sans les noter, anticipait les besoins des clients avant qu'ils ne les expriment, résolvait les problèmes en cuisine avant même que le patron ne s'en aperçoive. Quand un client s'était plaint que son plat était froid, Charlotte l'avait remplacé en 3 minutes, avec un sourire et un mot gentil, et l'homme en colère était reparti en laissant un pourboire généreux. Cette femme avait un diplôme universitaire en gestion d'entreprise et elle servait des hamburgers à des gens qui ne lui disaient même pas merci. C'était un gâchis. Un gâchis immense, révoltant, inacceptable. Dejo était resté 1 heure et demie, assis dans son coin, observant tout. Quand Charlotte l'avait finalement aperçu, elle avait sursauté. « Dejo, qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui avait tendu les tournesols. Elle avait rougi, touché, et elle les avait mis dans un verre d'eau derrière le comptoir en se cachant du patron. Ce soir-là, après le travail, quand Charlotte avait finalement retiré ses chaussures avec un soupir de soulagement, il s'était assis sur les marches devant son immeuble. Ses pieds étaient rouges et enflés. Elle les massait machinalement, un geste qu'elle faisait tous les soirs depuis des années. Dejo avait regardé ses mains qui travaillaient 15 heures par jour, ses mains qui auraient dû tenir des dossiers de gestion et pas des plateaux de service. « Charlotte, tu as un diplôme en gestion. Tu es brillante, organisée, efficace. Pourquoi tu ne travailles pas dans ton domaine ?» Charlotte avait eu un petit rire amer. « Tu crois que c'est si simple ? J'ai arrêté mes études il y a 6 ans. Mon diplôme est incomplet. Et même si je l'avais terminé, qui va embaucher une mère célibataire sans expérience professionnelle dans le domaine ? Les entreprises veulent des gens avec des parcours lisses, pas des femmes qui ont des trous de 6 ans dans leur parcours à cause d'une grossesse. » Dejo avait secoué la tête. « Viens travailler avec moi. » Charlotte s'était figée. « Quoi ? Je suis sérieux. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'aspect administratif d'une de mes entreprises. Quelqu'un d'organisé, de fiable, de travailleur. Je viens de te regarder gérer 15 tables sans une seule erreur. Tu peux gérer un bureau. » « Non, » avait dit Charlotte fermement. « Je ne veux pas de ta charité, Dejo. Ce n'est pas de la charité. C'est du bon sens commercial. Tu es qualifié pour ce poste. Le fait qu'on se connaisse n'y change rien. Je ne te fais pas de cadeau, je te donne une opportunité. Ce que tu en fais après, ça dépend de toi et de tes compétences. Et je sais de quoi tu es capable. » Charlotte avait réfléchi pendant 3 jours. 3 jours de doute, de questions, de conversations avec elle-même à 3 heures du matin. Elle pesait chaque argument, pour et contre, avec la même rigueur qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Le premier jour, elle avait pensé à toutes les raisons de refuser. L'orgueil, d'abord. Charlotte avait survécu toute seule pendant 6 ans. Elle n'avait demandé l'aide de personne, elle n'avait accepté la charité de personne. Accepter le poste de Dejo, c'était admettre qu'elle avait besoin de quelqu'un, et cette idée lui serrait la gorge. Et puis il y avait la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens diraient ? Que la serveuse avait trouvé un homme riche et qu'elle s'accrochait à lui comme une noyée à une bouée. Que tout ça n'était que du calcul. Le deuxième jour, elle avait pensé aux raisons d'accepter. Sa mère, dont la santé déclinait et qui avait besoin de meilleurs soins. Ara, qui grandissait et dont les besoins augmentaient. Son diplôme abandonné, cette blessure ouverte qu'elle portait depuis 6 ans. Et puis cette question qu'elle entendait dans sa tête, avec la voix de son père décédé, celle qu'il utilisait quand elle doutait d'elle-même au lycée. Charlotte, la fierté c'est bien, mais la sagesse c'est mieux. Être fière de refuser l'aide, c'est pas de la force, c'est de la bêtise. Le 3e jour, elle avait parlé à Ara. « Ma puce, qu'est-ce que tu dirais si maman changeait de travail et allait travailler dans un bureau ?» Ara avait levé les yeux de son coloriage. Comme les dames dans les films qui ont des ordinateurs et des fauteuils qui tournent. Oui, comme ça. Ara avait souri. Je dirais super, parce que comme ça tu auras plus mal aux pieds le soir. Cette simplicité enfantine avait tranché le débat. Le 4e jour, elle avait appelé Dejo. D'accord. Mais j'ai des conditions. Tu me traites comme n'importe quel employé. Si je ne suis pas bonne, tu me le dis. Et si ça ne marche pas, tu me renvoies sans culpabiliser. Je ne veux pas de traitement de faveur. Dejo avait souri. Ça me va parfaitement. Le premier jour de Charlotte dans les bureaux de Dejo avait été terrifiant. Elle était arrivée tôt, tellement tôt que le gardien de nuit était encore à son poste. Elle avait attendu 20 minutes devant l'immeuble, le cœur battant, en se demandant si elle n'était pas en train de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle était habillée avec les meilleurs vêtements qu'elle possédait, un pantalon noir qu'elle avait repassé 3 fois et un chemisier blanc qu'elle avait acheté d'occasion dans une boutique solidaire.
La veille, elle avait passé 2 heures à choisir cette tenue, à la mettre, à l'enlever, à la remettre, pendant que Hara la regardait depuis le lit en disant « Maman, tu es belle avec tout, arrête de stresser ». Facile à dire pour une enfant de 6 ans qui trouvait le monde simple. Quand elle était entrée dans les bureaux, elle avait eu un choc. Tout était immense, lumineux, moderne. Des ordinateurs dernier cri sur chaque bureau, des plantes vertes parfaitement entretenues, une machine à café qui ressemblait à un vaisseau spatial. C'était tellement loin de son petit restaurant avec ses assiettes ébréchées et son carrelage qui collait aux pieds. Elle se sentait déplacée, comme un poisson hors de l'eau. Les autres employés la regardaient avec curiosité, certains avec méfiance. Elle avait surpris des chuchotements dans la cuisine. Paraît que c'est la copine du patron. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Elle a dû négocier son poste dans la chambre à coucher. Les mots l'avaient frappée comme des gifles, mais elle n'avait rien montré. Elle avait appris depuis longtemps à encaisser les coups sans broncher. Mais Charlotte avait fait ce qu'elle faisait toujours. Elle avait baissé la tête et elle avait travaillé. Pas juste travailler. Elle s'était donné corps et âme. Elle arrivait la première et partait la dernière. Elle apprenait chaque logiciel, chaque procédure, chaque nom. Elle posait les bonnes questions, pas pour impressionner, mais pour comprendre. Elle ne faisait jamais la même erreur 2 fois. Quand elle ne savait pas quelque chose, elle le disait honnêtement au lieu de prétendre, et elle allait apprendre le soir même, chez elle, après avoir couché Hara. En 2 semaines, elle connaissait le fonctionnement de l'entreprise mieux que des employés qui étaient là depuis 2 ans. En 1 mois, elle avait identifié et résolu 3 problèmes administratifs que personne n'avait remarqués. Un fournisseur qui surfacturait depuis 6 mois, une erreur de classement qui faisait perdre des heures au comptable, un processus de validation qui pouvait être simplifié en éliminant 2 étapes inutiles. En 3 mois, elle était devenue indispensable. Et les chuchotements dans la cuisine avaient changé de ton. Franchement, elle est impressionnante. Quand je pense qu'on disait que c'était du favoritisme. Un jour, une collègue nommée Diane, celle qui avait été la plus méfiante au début, était venue la voir à son bureau. « Écoute Charlotte, je te dois des excuses. Quand tu es arrivée, j'ai pensé des choses pas gentilles. Je me suis trompée. Tu es la personne la plus compétente de ce bureau, et je suis contente que tu sois là. » Charlotte avait souri et avait répondu « Merci Diane. Ça compte beaucoup pour moi. » Et elles étaient devenues amies. De vraies amies, pas des amies de circonstance. Dejo l'observait de loin, avec un mélange de fierté et d'admiration. Il ne lui faisait aucune faveur au bureau. Il était même plus exigeant avec elle qu'avec les autres, parce qu'il savait qu'elle pouvait supporter cette exigence et qu'elle le respecterait pour ça. Et Charlotte relevait chaque défi, chaque test, chaque obstacle avec cette même détermination tranquille qu'elle avait quand elle servait des tables à 4 heures du matin. Les choses entre eux avaient changé aussi. Lentement, naturellement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil sans qu'on lui demande. Les regards qui duraient un peu trop longtemps. Les mains qui se frôlaient accidentellement quand il se passait un dossier au bureau, et cette fraction de seconde où aucun des deux ne retirait sa main. Les soirées passées chez Charlotte avec Hara, à manger des plats simples autour de la petite table de la cuisine, à rire, à parler, à être ensemble. Dejo apportait le dessert, toujours de la glace au chocolat parce que Hara ne transigeait pas sur ce point. Et Charlotte préparait le repas avec ce qu'elle avait, des plats modestes mais cuisinés avec amour. Il y avait eu ce soir de pluie où Dejo était venu les chercher à la sortie du supermarché parce que Charlotte n'avait pas de parapluie. Il les avait attendus sous son grand parapluie noir, et quand Charlotte était sortie avec Hara dans les bras et les sacs de courses qui se déchiraient, il avait couru vers elle sous la pluie battante. Ils avaient ri comme des enfants en courant vers la voiture, trempés jusqu'aux os, les courses éparpillées sur le trottoir. Dejo avait ramassé les oranges qui roulaient dans la flaque, Charlotte tenait une boîte de céréales au-dessus de la tête de Hara pour la protéger. Et Hara criait encore, encore, comme si la pluie était le plus beau spectacle du monde. Ce soir-là, dans la voiture, avec la buée sur les vitres et les vêtements mouillés qui collaient à la peau, Dejo avait regardé Charlotte et il avait su. Il avait su avec une certitude absolue, irréversible, que cette femme était la femme de sa vie. Il y avait eu aussi ce dimanche où Hara était tombée malade. Une fièvre de cheval, 40 degrés, la petite qui grelottait et qui pleurait. Charlotte avait appelé Dejo en panique à 6 heures du matin. « Je suis désolée de te déranger, je ne sais pas quoi faire, le médecin ne répond pas et elle brûle de fièvre. » Dejo était arrivé en 15 minutes, en pyjama et en pantoufles, sans se soucier de son apparence. Il avait conduit à toute vitesse jusqu'aux urgences, il avait porté Hara dans ses bras pendant les 3 heures d'attente, il lui avait chantonné des berceuses maladroites,
il lui avait raconté des histoires inventées sur le moment pour la distraire de la douleur. Ce n'était qu'une angine, rien de grave, mais la façon dont Dejo avait réagi, cette peur dans ses yeux, cette urgence dans ses gestes, avait dit à Charlotte tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Cet homme aimait sa fille. Pas avec des mots. Avec ses actes. Il y avait eu ces moments de doute aussi. Un soir, une amie de Charlotte, une femme amère qui avait connu trop de déceptions amoureuses, lui avait dit « Faites attention Charlotte. Les hommes riches ne se mettent pas avec des femmes comme nous. Ils s'amusent avec toi, ils jouent au bon samaritain. Et un jour il va trouver une femme de son monde et il va te jeter comme une vieille chaussette. » Charlotte avait senti le doute s'insinuer en elle comme du poison. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle avait regardé le plafond de sa petite chambre en se demandant si son amie avait raison, si elle était en train de tomber dans un piège, si elle allait finir le cœur brisé encore une fois. Mais le lendemain matin, Dejo l'avait appelée juste pour lui dire bonjour, et dans sa voix, elle avait entendu cette chaleur sincère qui ne pouvait pas être simulée, et le doute s'était dissipé comme la brume au soleil. Dejo avait réalisé quelque chose de terrifiant et de merveilleux en même temps. Il était amoureux. Pas cet amour superficiel et passager qu'il avait connu avant. Un amour profond, ancré, solide. Un amour qui ne demandait rien en retour. Un amour qui était aussi naturel que respiré. Charlotte le savait aussi. Elle le voyait dans la façon dont Dejo regardait Ara, avec cet amour paternel qui n'avait pas besoin de lien de sang pour exister. Elle le voyait dans la façon dont il se souvenait de chaque détail qu'elle lui disait, la marque de thé qu'elle préférait, le livre qu'elle voulait lire, la chanson qui la faisait sourire. Elle le voyait dans sa patience, sa gentillesse, sa constance. Cet homme n'allait pas partir. Cet homme était là pour rester. Mais c'est Ara, comme toujours, qui avait précipité les choses. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois sur le canapé à regarder un film, Ara avait posé sa tête sur l'épaule de Dejo et avait dit « Maman, est-ce que Dejo il peut être mon papa ?» Le monde s'était arrêté. Charlotte avait senti son cœur s'arrêter puis repartir à toute vitesse. Dejo avait senti ses yeux brûler. Ara, innocente et directe comme toujours, les regardait tour à tour, attendant une réponse comme si elle avait posé la question la plus normale du monde. Dejo avait pris la parole avant Charlotte. « Ara, ma puce, être un papa, c'est une grande responsabilité. C'est un engagement pour toute la vie. Ça veut dire être là tous les jours, dans les bons moments et dans les mauvais. Ça veut dire ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. » Ara avait hoché la tête. « Oui, je sais. Alors, tu veux bien ?» Dejo avait regardé Charlotte. Dans son regard, il avait vu tout ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. La peur, l'espoir, l'amour, la vulnérabilité. Il avait vu une femme qui avait passé 6 ans à construire des murs autour de son cœur et qui, en ce moment précis, était prête à les laisser tomber. Il avait pris la main de Charlotte dans la sienne. Puis il s'était tourné vers Ara. « Je veux bien, ma puce. Si ta maman est d'accord. » Charlotte n'avait pas pu retenir ses larmes cette fois. Elles avaient coulé silencieusement sur ses joues, des larmes de soulagement, de bonheur, de guérison. Elle avait hoché la tête, incapable de parler. Ara avait poussé un cri de joie et avait sauté dans les bras de Dejo en criant « J'ai un papa, j'ai un papa !» Et dans ce petit appartement modeste, avec sa peinture qui s'écaillait et sa moquette usée, 3 personnes venaient de devenir une famille. Ce soir-là, quand Ara s'était endormie, Dejo et Charlotte étaient restés sur le canapé. Ils l'avaient regardée, avaient essuyé les traces de larmes sur ses joues, et avaient dit « Je t'aime, Charlotte ». Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement. Peut-être la première fois que Ara m'a parlé sur ce banc. Peut-être quand tu es venu la chercher, essoufflée, avec tes cheveux qui se défaisaient. Peut-être quand tu m'as dit que tu avais peur que je parte. Mais je sais une chose, je t'aime et je ne vais nulle part. Charlotte l'avait embrassé. Un baiser doux, tendre, qui avait le goût des larmes et du bonheur. Je t'aime aussi, Dejo. J'avais tellement peur de le dire. Pourquoi ? Parce que les dernières fois que j'ai aimé quelqu'un, on m'a laissé tomber. Et j'ai appris à survivre sans amour. Mais avec toi, je ne veux pas juste survivre. Je veux vivre. Dejo avait décidé de faire les choses correctement. Il n'allait pas brûler les étapes, pas précipiter les choses. Ils allaient construire leur relation sur des fondations solides, pas sur le sable de l'urgence et de la passion aveugle. Pendant les mois qui avaient suivi, ils avaient appris à être un couple, avec ses hauts et ses bas, ses désaccords et ses réconciliations, ses moments de doute et ses instants de grâce. Dejo avait présenté Charlotte et Ara à sa mère. La rencontre avait été électrique. La mère de Dejo, une femme qui ne mâchait jamais ses mots,
avait observé Charlotte pendant tout le repas sans dire un mot. À la fin, quand Charlotte et Ara étaient partis, elle avait pris la main de son fils et avait dit « Celle-là, ne la laisse pas partir. C'est une vraie. » Dejo avait souri, les yeux humides. « Je sais, maman. Je sais. » Charlotte, de son côté, continuait de briller au travail. Elle avait repris ses études en parallèle, des cours du soir, pour finir son diplôme. Dejo avait insisté pour payer les frais de scolarité. Charlotte avait refusé. Ils avaient négocié pendant une semaine. Finalement, Charlotte avait accepté que ce soit un prêt, qu'elle rembourserait quand elle aurait terminé sa formation. Dejo savait qu'il n'accepterait jamais ce remboursement, mais il avait dit oui parce qu'il comprenait que la fierté de Charlotte n'était pas un défaut, c'était ce qui la rendait extraordinaire. Un an après leur rencontre sur le banc du parc, Dejo avait emmené Charlotte et Ara dans ce même parc. C'était un dimanche ensoleillé, exactement comme le jour où tout avait commencé. Le ciel était d'un bleu profond, sans un seul nuage, comme si même la météo avait décidé de participer à ce qui allait se passer. Ara courait devant eux, chassant les papillons et criant à chaque fleur qu'elle trouvait belle. « Regarde maman, celle-là elle est violette, et celle-là elle est jaune comme ma robe du premier jour. » Charlotte marchait à côté de Dejo, leurs doigts entrelacés, en silence, un de ces silences confortables qui n'existent qu'entre les personnes qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Dejo avait le cœur qui battait comme un tambour. Dans la poche de sa veste, il sentait le poids de la petite boîte en velours qu'il avait achetée 3 semaines plus tôt. Il avait choisi la bague avec sa mère. Un anneau en or simple, pas clinquant, pas tape à l'œil, avec un diamant modeste mais parfait, exactement comme Charlotte. Sa mère avait pleuré en voyant la bague. « C'est celle qu'il faut », avait-elle dit en serrant la main de son fils. « C'est exactement celle qu'il faut pour elle. » Il avait aussi préparé Ara, en secret. La veille, il l'avait emmenée manger une glace, juste tous les deux, et il lui avait dit « Ma puce, demain je vais demander à ta maman de m'épouser. Et j'ai besoin que tu m'aides. » Les yeux de Ara s'étaient illuminés comme 2 soleils. « Pour de vrai? Tu vas être mon papa pour de vrai de vrai? Pour de vrai de vrai. » Ara avait réfléchi une seconde. « D'accord. Mais faut que tu fasses le genou par terre, comme dans les films. Et faut que la bague soit jolie. Et faut que tu dises des trucs gentils, pas juste tu veux te marier. Faut que tu lui dises qu'elle est belle et que tu l'aimes et tout ça. » Dejo avait ri. « Promis, chef. » Ils étaient arrivés devant leur banc. Celui où Ara s'était assise à côté de Dejo 1 an plus tôt. Dejo avait demandé à Charlotte de s'asseoir. Elle l'avait regardé avec curiosité. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ara avait appelé Dejo. « Viens voir. » La petite fille était arrivée en courant, les joues roses, les tresses en bataille. « Oui ?» Dejo s'était mis à genoux devant Charlotte. Il avait sorti une petite boîte de sa poche. Les yeux de Charlotte s'étaient agrandis. Ara avait porté ses petites mains à sa bouche. « Charlotte, il y a 1 an, ta fille m'a demandé si elle pouvait s'asseoir avec moi. Ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais c'est le jour où ma vie a vraiment commencé. Tu es la femme la plus forte, la plus belle, la plus courageuse que j'ai jamais connue. Tu m'as appris que la richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les cœurs qui battent à côté du tien. Je veux passer le reste de ma vie avec toi et Ara. Je veux être le père qu'elle mérite et le mari que tu mérites. Charlotte, veux-tu m'épouser ?» Ara n'avait pas attendu la réponse de sa mère. « Dis oui maman. Dis oui. » Charlotte riait et pleurait en même temps. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle avait regardé Dejo, cet homme qui avait traversé sa solitude pour venir la trouver. Cet homme qui avait choisi de rester quand tous les autres étaient partis. Cet homme qui aimait sa fille comme si elle était la sienne depuis le premier jour. « Oui », avait-elle dit. « Oui, 1000 fois oui. » Dejo avait glissé la bague à son doigt. Ara s'était jetée sur eux, les serrant tous les deux dans ses petits bras, criant de joie. Les gens autour d'eux dans le parc applaudissaient, certains prenaient des photos, d'autres avaient les larmes aux yeux. Parce que tout le monde reconnaît le vrai amour quand il le voit. Et ce qu'ils voyaient ce jour-là, c'était le vrai amour dans sa forme la plus pure. Le mariage avait eu lieu 3 mois plus tard. Pas un de ces mariages grandiloquents que Dejo aurait pu se permettre. Sa mère lui avait dit « Tu pourrais réserver la plus belle salle de la ville, tu le sais. » Et Dejo avait répondu « Je sais, maman, mais Charlotte ne veut pas de ça. » Et elle a raison. Le plus beau jour de notre vie n'a pas besoin d'être le plus cher. Charlotte ne voulait rien de superflu. Elle voulait quelque chose d'intime, de vrai, de significatif. Pas de limousine, pas de pièce montée à 10 étages,
Pas de 300 invités dont la moitié ne serait là que par obligation. Elle voulait les gens qu'elle aimait, de la bonne nourriture, de la musique qui faisait danser, et l'homme qu'elle aimait en face d'elle. Elle avait trouvé sa robe dans une boutique de seconde main. Une robe simple, élégante, en dentelle ivoire qui lui tombait juste en dessous du genou. Quand elle l'avait essayée, la vendeuse avait dit « On dirait qu'elle a été faite pour vous ». Charlotte s'était regardée dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, elle s'était trouvée belle. Pas belle au sens du monde, pas belle pour impressionner. Belle pour elle. Belle parce qu'elle était heureuse. Ils s'étaient mariés dans un petit jardin privé, entourés de leurs proches. Il y avait la mère de Dejo, droite et fière dans son tailleur neuf, les larmes déjà prêtes avant même le début de la cérémonie. Il y avait la mère de Charlotte, fragilisée par les années et la maladie mais qui avait tenu à être là, assise au premier rang avec un chapeau à fleurs. Il y avait Marcus, l'associé de Dejo, qui avait enfin compris pourquoi son ami avait changé. Il y avait Diane, la collègue devenue amie, qui avait passé la veille avec Charlotte à préparer les bouquets de fleurs. Il y avait les anciennes collègues serveuses de Charlotte, celles qu'il avait vues travailler double service avec le sourire. Et au milieu de tout ce monde, il y avait Ara, dans sa robe de demoiselle d'honneur blanche, avec ses tresses ornées de petites fleurs, qui portait les alliances sur un coussin en velours comme si elle portait le trésor le plus précieux de l'univers. Pendant la cérémonie, Dejo avait lu ses vœux. Charlotte, je suis venue au monde avec un vide dans le cœur que je pensais permanent. J'ai essayé de le remplir avec l'argent, le travail, le succès. Rien ne marchait. Et puis un samedi après-midi, une petite fille en robe jaune m'a demandé si elle pouvait s'asseoir avec moi, et ma vie a basculé. Tu m'as donné ce que personne d'autre n'a jamais pu me donner. Un foyer. Pas 4 murs et un toit. Un vrai foyer, fait de rires, de baisers, de disputes sur qui fait la vaisselle, de dessins accrochés au réfrigérateur, de dimanche matin où le plus grand luxe c'est de rester au lit tous les trois. Je promets de te protéger, de te soutenir, de t'encourager, et de ne jamais, jamais, te donner une raison de regretter d'avoir dit oui. Charlotte avait lu les siens avec une voix qui tremblait mais qui ne se brisait pas. Dejo, j'ai passé des années à croire que l'amour était quelque chose de dangereux, quelque chose qui te fait souffrir et qui finit toujours par partir. Tu m'as prouvé le contraire. Tu es venu dans ma vie sans bruit, sans prétention, et tu as réparé des choses en moi que je croyais cassées pour toujours. Tu aimes ma fille comme ton propre sang, et ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Je te promets d'être ta partenaire, ton amie, ton refuge. Et je te promets de ne plus jamais avoir peur d'aimer. Quand ils avaient échangé les alliances, Ara avait crié très fort, « Maintenant vous pouvez vous embrasser ». Et tout le monde avait ri, et ils s'étaient embrassés, et le monde était parfait. Après le mariage, la vie avait continué, mais en mieux. En tellement mieux. Charlotte avait terminé son diplôme avec mention. La cérémonie de remise des diplômes avait été un moment que personne dans la famille n'oublierait. Charlotte, en toge et chapeau, serrant son diplôme dans ses mains, les yeux brillants. Ara, debout sur sa chaise dans le public, criant « Maman, maman, c'est ma maman », à qui voulait l'entendre. Dejo, à côté, filmant tout avec son téléphone, la main qui tremblait d'émotion. La mère de Charlotte, qui avait fait le déplacement malgré sa santé fragile, pleurait en silence dans son fauteuil roulant, les mains jointes en prière, remerciant Dieu, remerciant le destin, remerciant cet homme qui avait redonné à sa fille le droit de rêver. Ce soir-là, Charlotte avait encadré son diplôme et l'avait accroché dans le salon, juste à côté du dessin de Ara qui disait « Aie ma famille ». Dejo lui avait dit « Tu aurais pu le mettre dans le bureau ». Charlotte avait secoué la tête. « Non. Je le mets ici, pour que les enfants le voient tous les jours. Pour qu'ils sachent qu'il n'est jamais trop tard. » Elle avait été promue au sein de l'entreprise de Dejo, non pas par favoritisme, mais par mérite pur. Les employés qui l'avaient regardée avec méfiance au début étaient devenus ses plus grands alliés. Parce que Charlotte avait gagné leur respect de la seule façon qui compte, par le travail et par l'exemple. Dejo avait officiellement adopté Ara. La procédure avait duré plusieurs mois, des rendez-vous chez l'avocat, des formulaires à remplir, des audiences au tribunal. Charlotte avait eu peur que le père biologique de Ara, Tristan, refasse surface et complique les choses. Mais Tristan n'avait jamais donné signe de vie. Pas une lettre, pas un appel, pas un centime de pension en 6 ans. Le juge avait constaté l'abandon et avait accordé l'adoption sans difficulté. Le jour où le juge avait prononcé l'adoption, Ara portait sa plus belle robe et elle se tenait très droite sur sa chaise, les pieds qui ne touchaient pas le sol. Quand le juge avait tapé son marteau et déclaré que l'adoption était officielle, Ara avait levé la main comme à l'école. Le juge, amusé,
lui avait donné la parole. Ça veut dire que maintenant t'es mon papa pour de vrai, pour toujours, et personne peut changer ça? Pour de vrai et pour toujours, avait confirmé Dejo en la prenant dans ses bras. Et Ara avait hoché la tête avec satisfaction. Bien. Parce que j'avais pas l'intention de te laisser partir de toute façon. Toute la salle avait ri, même le juge, et Charlotte pleurait en souriant, et la mère de Dejo essuyait ses yeux avec un mouchoir déjà trempé. Ce soir-là, Ara avait fait un dessin. Un dessin qu'elle avait accroché sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de cœur. Le dessin montrait 3 personnages, une grande dame aux cheveux bouclés, un grand monsieur qui souriait, et une petite fille entre les deux, avec des tresses. Au-dessus, elle avait écrit en grosses lettres maladroites « Aime ma famille ». Dejo avait regardé ce dessin pendant de longues minutes ce soir-là, après que tout le monde dormait. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait pleuré. Des larmes silencieuses, pas de tristesse, mais de plénitude. Le trou que son père avait creusé en partant, ce trou qu'il avait essayé de combler avec l'argent, le succès et les conquêtes, venait de se refermer. Et c'est une petite fille de 7 ans avec un feutre rouge et un aimant en forme de cœur qui l'avait refermé. Ils avaient emménagé ensemble, pas dans le Penthouse de Dejo. Charlotte avait été catégorique. « Je ne veux pas élever mes enfants dans une tour », avait-elle dit. Les enfants ont besoin d'herbe sous les pieds, d'arbres à grimper, d'espace pour courir. Dejo avait compris. Au fond, lui aussi rêvait de ça. Le Penthouse était beau, mais froid. C'était un endroit pour impressionner les visiteurs, pas pour construire une vie. Ils avaient cherché ensemble, pendant des semaines, visitant maison après maison. Charlotte refusait tout ce qui était trop grand, trop cher, trop ostentatoire. Dejo refusait tout ce qui était trop petit pour leur famille qui allait grandir. Ils avaient finalement trouvé le compromis parfait. Une maison de taille moyenne dans un quartier résidentiel calme, avec de grands arbres dans la rue, des voisins qui disaient bonjour, une école à 10 minutes à pied. La maison avait un jardin avec un vieil érable, une cuisine ouverte qui donnait sur le salon, et assez de chambres pour une famille qui grandissait. Charlotte avait dit « c'est ici » dès qu'elle avait franchi la porte. Et Dejo avait su que c'était vrai. Ara avait eu sa chambre décorée avec des étoiles au plafond, des étoiles phosphorescentes qui brillaient dans le noir. Elle avait aussi un bureau pour faire ses devoirs, une étagère pleine de livres, et un coin avec un tapis moelleux où elle s'asseyait pour dessiner. Et bien sûr, il y avait le chien. Parce que Ara avait dit qu'elle voulait un chien le jour de leur rencontre, et Dejo n'avait pas oublié. Le chien s'appelait Étoile, un labrador couleur miel avec des yeux doux et une queue qui ne s'arrêtait jamais de remuer. Ara l'avait nommé Étoile parce que, selon elle, c'était le plus beau nom du monde pour un chien. Et aussi parce que Étoile était arrivée dans leur vie comme une étoile filante, et qu'il fallait faire un vœu. La mère de Dejo venait dîner tous les dimanches. Elle et Charlotte avaient développé une relation spéciale, faite de respect mutuel et d'affection sincère. La mère de Dejo voyait en Charlotte la femme qu'elle avait rêvé de voir à côté de son fils, pas la plus riche, pas la plus sophistiquée, mais la plus vraie. Et Charlotte voyait dans la mère de Dejo le modèle de force et de résilience qu'elle admirait, une femme qui avait élevé seule un fils exceptionnel. Les années avaient passé. Ara grandissait et devenait une jeune fille remarquable, intelligente, drôle, sûre d'elle. Elle avait hérité de la résilience de sa mère et de la générosité de Dejo. À l'école, elle était la première à défendre un camarade moqué, la première à tendre la main à l'enfant nouveau qui ne connaissait personne. Ses professeurs disaient d'elle qu'elle avait une maturité rare pour son âge, cette capacité de voir les gens au-delà de leur apparence, cette empathie naturelle qui ne s'enseigne pas dans les livres mais qui se transmet par l'exemple. Et l'exemple, Ara l'avait eu. Elle avait vu sa mère se relever quand tout la poussait à rester au sol. Elle avait vu Dejo choisir l'amour quand il aurait pu choisir la facilité. Elle avait appris, sans que personne ne lui fasse de leçon, que la vraie force n'est pas dans les muscles ou dans l'argent, mais dans le courage d'aimer quand on a peur. Quand on lui demandait à l'école de parler de son père, elle disait avec fierté « Mon papa s'appelle Dejo, et c'est le meilleur papa du monde. Il est venu dans ma vie quand j'avais 6 ans, et il n'est plus jamais reparti. » Un jour, un camarade de classe lui avait dit « C'est pas ton vrai père. » Ara l'avait regardé sans colère, sans tristesse, avec cette assurance tranquille qu'elle tenait de Charlotte. « Un vrai père, c'est pas celui qui te fait naître, » avait-elle répondu. « C'est celui qui se lève à 3 heures du matin quand tu as de la fièvre. C'est celui qui t'apprend à faire du vélo et qui court à côté de toi même quand il est essoufflé. C'est celui qui te lit des histoires le soir avec des voix différentes pour chaque personnage. Mon papa fait tout ça. Alors oui, c'est mon vrai père. » Le camarade n'avait plus rien dit. Et les enfants autour l'enviaient, parce que dans sa voix,
On entendait un amour qui ne pouvait pas être inventé. Dejo et Charlotte avaient eu 2 autres enfants, un garçon nommé Samuel et une fille nommée Amara. Samuel était arrivé 2 ans après le mariage, un bébé joufflu et calme qui ressemblait trait pour trait à Dejo. Quand Ara l'avait vu pour la première fois à la maternité, elle avait dit « Il est tout petit, je vais le protéger de tout le monde ». Et elle avait tenu parole. Amara était arrivée 18 mois plus tard, une petite tornade aux boucles serrées et au rire contagieux, qui avait le caractère de Charlotte et le sourire de Dejo. La maison qui était déjà pleine d'amour débordait maintenant de bruit, de rires, de cris, de jouets éparpillés, de chaussures perdues, de petits déjeuners chaotiques et de soirées magiques. Dejo, qui avait grandi seul, qui avait passé son enfance dans le silence et la solitude, découvrait avec émerveillement ce que c'était qu'une famille nombreuse. Le matin, c'était une chorégraphie impossible. Charlotte qui préparait les tartines pendant que Dejo coiffait les tresses de Ara, Samuel qui renversait son bol de céréales, Amara qui refusait de mettre ses chaussures, Étoile qui aboyait parce qu'il voulait sa part du chaos. C'était bruyant, désorganisé, épuisant, et c'était la plus belle chose que Dejo avait jamais vécue. Ara était une grande sœur formidable, protectrice et douce, qui racontait à ses frères et sœurs l'histoire de comment elle avait trouvé leur papa sur un banc dans un parc. Cette histoire était devenue la légende familiale, racontée à chaque réunion, à chaque anniversaire, à chaque moment où quelqu'un avait besoin de croire que les belles choses arrivent quand on les attend le moins. Charlotte avait fini par créer sa propre entreprise de conseil. Ce jour-là, quand elle avait reçu l'immatriculation officielle par courrier, elle avait tenu l'enveloppe pendant 10 minutes sans l'ouvrir, les mains tremblantes. Ara, qui avait alors 9 ans, lui avait dit « Maman, ouvre, c'est pas une lettre piégée ». Charlotte avait ri et avait ouvert. Quand elle avait lu les mots « entreprise officiellement enregistrée », elle s'était assise par terre, en plein milieu du salon, et elle avait pleuré. Des larmes de victoire. Des larmes pour la jeune fille de 19 ans qu'elle avait été, celle qui pleurait dans la salle de bain avec l'eau du robinet qui coulait. Des larmes pour son père qui n'était plus là mais qui aurait été tellement fier. Des larmes pour Ara, pour Dejo, pour sa mère, pour tous ceux qui avaient cru en elle quand elle-même ne croyait plus. Son entreprise aidait les mères célibataires à retrouver leur chemin professionnel, à valoriser leurs compétences, à reprendre le contrôle de leur carrière. Charlotte faisait ce que personne n'avait fait pour elle. Elle prenait ces femmes par la main, pas avec pitié, jamais avec pitié, mais avec respect et exigence. Elle leur disait « Tu n'es pas une victime. Tu es une guerrière qui a survécu à des batailles que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Maintenant, on va transformer cette force en carrière. » Et ça marchait. Parce que Charlotte parlait leur langue, connaissait leurs peurs, comprenait leurs obstacles. Elle ne donnait pas de leçons depuis un fauteuil confortable. Elle avait porté les mêmes chaussures usées, servi les mêmes tables ingrates, compté les mêmes centimes le 28 du mois. Ce qui avait été sa plus grande blessure était devenu son plus grand pouvoir. Chaque femme qu'elle aidait, c'était un peu elle-même, il y a des années, fatiguée mais debout, cassée mais pas brisée, terrifiée mais jamais vaincue. En 2 ans, Charlotte avait aidé plus de 150 femmes à retrouver un emploi digne ou à créer leur propre activité. Des femmes qui étaient caissières et qui étaient devenues comptables. Des femmes qui nettoyaient des bureaux et qui maintenant les occupaient. Des femmes qui avaient retrouvé leur dignité professionnelle, et avec elles, la fierté de regarder leurs enfants dans les yeux en leur disant que tout est possible quand on refuse d'abandonner. Dejo, de son côté, avait changé. Le monde des affaires le passionnait toujours, mais il n'était plus son refuge. Il avait appris qu'on pouvait être ambitieux et présent, puissant et tendre, réussi et vulnérable. Il était devenu le genre de père qu'il aurait voulu avoir, le genre de mari que Charlotte méritait, le genre d'homme que sa mère avait toujours rêvé qu'il devienne. Il rentrait à la maison tous les soirs pour le dîner. Il connaissait le nom de tous les amis de ses enfants, leurs professeurs, leurs matières préférées. Il était là pour les anniversaires, les spectacles d'école, les genoux écorchés et les cauchemars à 3 heures du matin. Parce qu'il savait mieux que quiconque ce que ça faisait de grandir sans père, et il avait juré que ses enfants ne connaîtraient jamais ce vide. Et le dimanche, peu importait ce qui se passait, peu importaient les urgences du travail ou les obligations du quotidien, la famille entière allait dans ce petit parc. Leur parc. Celui où tout avait commencé. Dejo et Charlotte s'asseyaient sur leur banc, celui qui portait maintenant l'empreinte invisible de leur histoire, et ils regardaient leurs enfants courir et jouer avec Étoile. Ara poussait Samuel sur la balançoire, Amara essayait de grimper sur le dos du chien qui se laissait faire avec une patience de saint, et la mère de Dejo, assise sur le banc d'à côté avec sa canne et son chapeau, distribuait des bonbons en cachette comme toute bonne grand-mère qui se respecte.
Parfois, d'autres familles venaient dans le parc, et les enfants jouaient ensemble. Et les parents échangeaient des sourires de reconnaissance mutuelle, cette complicité silencieuse entre adultes qui savent que la parentalité est la plus belle et la plus difficile des aventures. Parfois, un homme seul ou une femme seule venait s'asseoir sur un banc, le regard ailleurs, l'air perdu, et Dejo les regardait avec une tendresse particulière. Ils se reconnaissaient en eux. Il se souvenait de ce samedi de juin où il était l'homme seul sur le banc, et il avait envie de leur dire « Ne perdez pas espoir, ça vient quand on ne l'attend pas ». Mais il ne disait rien, parce que certaines leçons ne peuvent être apprises que par l'expérience, et chacun doit trouver sa propre ara, son propre banc, son propre miracle ordinaire. Un dimanche, alors que les enfants jouaient et que Charlotte avait la tête posée sur l'épaule de Dejo, il avait murmuré « Tu sais ce qui m'a sauvé ?» Charlotte avait levé les yeux. « Non, dis-moi. » Une petite fille en robe jaune qui m'a demandé si elle pouvait s'asseoir avec moi. Charlotte avait souri. « Et toi, tu sais ce qui m'a sauvé ? Dis-moi. » Un homme qui a dit oui. Voilà, mes amis. Voilà l'histoire de Dejo, de Charlotte et de Hara. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce que cette histoire m'inspire personnellement, ce que je retiens du plus profond de mon cœur. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est à quel point la vie est imprévisible dans sa générosité. Dejo avait tout planifié dans sa vie. Chaque investissement, chaque décision, chaque mouvement était calculé, réfléchi, contrôlé. Mais l'amour, le vrai, celui qui te transforme et te guérit, on ne peut pas le planifier. Il arrive quand il veut, où il veut, sous la forme qu'il veut. Et souvent, il prend la forme la plus inattendue possible. Dans ce cas, il a pris la forme d'une petite fille de 6 ans avec des tresses à perles et une opinion très arrêtée sur la glace au chocolat. Ce qui me touche aussi, c'est l'histoire de Charlotte. Combien de femmes dans ce monde vivent la même réalité ? Combien de mères célibataires se lèvent chaque matin avec le poids du monde sur les épaules, sans se plaindre, sans demander de l'aide, simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. Charlotte avait un diplôme universitaire et elle servait des tables. Pas parce qu'elle n'était pas capable de faire mieux. Mais parce que la vie l'avait mise dans une situation où elle devait d'abord survivre avant de pouvoir rêver. Et malgré tout, elle n'a jamais perdu sa dignité, elle n'a jamais perdu sa fierté, elle n'a jamais perdu cette étincelle qui faisait d'elle une femme exceptionnelle. Et puis il y a Dejo. Un homme riche, beau, puissant, et pourtant terriblement seul. Son histoire nous rappelle que le succès matériel ne remplit pas le cœur. Tu peux avoir le plus beau des appartements, mais si tu rentres le soir dans le silence, c'est juste une boîte vide avec des meubles chers. Tu peux avoir des millions sur ton compte, mais si tu n'as personne avec qui partager un repas un dimanche midi, à quoi bon ? Mais ce qui me bouleverse le plus dans cette histoire, c'est Hara. Cette petite fille qui n'a pas attendu que le bonheur vienne à elle. Elle est allée le chercher. À 6 ans, elle a fait ce que beaucoup d'adultes n'osent pas faire. Elle est allée vers un inconnu et elle lui a tendu la main. Pas de calcul, pas de stratégie, pas de peur. Juste un cœur ouvert et une question simple, est-ce que je peux m'asseoir avec toi ? Et cette question a changé 3 vies. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Le bonheur n'est pas dans les grandes choses. Il est dans les petites. Un banc dans un parc. Une conversation avec un enfant. Un sourire d'une femme fatiguée mais courageuse. Une main tendue quand on ne l'attend plus. Le bonheur, c'est d'avoir le courage de dire oui quand la vie t'offre une chance, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu as été blessé avant. Et cette histoire nous parle aussi du pardon. Pas du pardon qu'on accorde aux autres. Du pardon qu'on s'accorde à soi-même. Dejo a dû se pardonner de n'avoir pas réussi à combler son vide avec le succès. Charlotte a dû se pardonner d'avoir fait confiance au mauvais homme. Et Hara, sans le savoir, leur a appris à tous les deux que le passé ne définit pas l'avenir, que les erreurs d'hier ne sont pas les sentences de demain, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je pense aussi à toutes ces personnes qui lisent cette histoire en ce moment et qui se reconnaissent. Tu es peut-être comme Dejo, tu as réussi matériellement mais tu te sens vide à l'intérieur. Tu as un bel appartement mais personne pour t'y attendre. Tu as des contacts dans ton téléphone mais personne à appeler quand ça ne va pas. Ou tu es peut-être comme Charlotte. Tu travailles dur, tu te bats chaque jour, tu portes des responsabilités qui devraient être partagées à 2. Et tu te demandes si un jour, quelqu'un va voir ta valeur, pas ton compte en banque, pas ton apparence, mais toi, la vraie toi, fatiguée, imparfaite, mais incroyablement forte. Si c'est ton cas, laisse-moi te dire une chose. Ta rencontre arrive. Ton banc dans le parc existe quelque part. Ta petite Hara va croiser ton chemin un jour, sous une forme ou une autre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais elle viendra.
Et quand elle viendra, je t'en supplie, dis oui. Ne laisse pas la peur te voler cette chance. Ne laisse pas les blessures du passé t'empêcher de saisir le bonheur du présent. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce qu'elle vous a touché? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans Dejo, dans Charlotte, ou dans Hara? Est-ce que vous croyez que certaines rencontres sont écrites d'avance, que le destin place les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment? Ou est-ce que vous pensez que c'est le hasard qui fait bien les choses? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages, et vos avis comptent énormément pour moi. Et si cette histoire vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que les belles choses arrivent encore. À très bientôt.